Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne IPJS. Cette chaîne n'aura pas la prétention de faire des milliers de vues. Ce sera simplement le moyen d'évoquer sur cette chaîne des sujets qui me tiennent à cœur. Les serial killers célèbres, les meurtres particuliers, le paranormal, les légendes urbaines. Le premier grand dossier sera donc consacré aux plus grands serial killers, à ceux qui se sont vraiment démarqués par le nombre de victimes, mais aussi par leur méthodologie et pour la grande majorité de l'atrocité de certains de leurs meurtres, en tâchant d'être chronologique dans le temps. La première affaire que j'ai décidé de traiter concerne sans doute l'un des tout premiers serial killers, mais aussi l'un des plus sanguinaires pour l'époque, l'un des plus emblématiques, car pendant plus de 130 ans, on n'a jamais su qui il était. Et peut-être encore aujourd'hui, on ne le saura jamais. À la fin de cette vidéo, on essaiera de comprendre pourquoi il a fallu autant de temps pour essayer enfin de lui donner un nom, même si cela reste encore controversé. Voici, encore une fois, l'histoire de Jack l'Éventreur. Londres, au Royaume-Uni. Nous sommes à la fin du 19e siècle, en 1888. C'est dans un district de Londres nommé Whitechapel que va se produire l'un des faits les plus marquants pour l'histoire de l'Angleterre, mais aussi pour la mémoire collective. Une série de 5 meurtres, sanglants, effroyables, vont être perpétrés contre les femmes les plus malchanceuses de la population de Whitechapel, celles qui se prostituent, les filles de joie comme on disait à l'époque. Cet homme se baptisera de lui-même Jack the Ripper, soit Jack l'Éventreur. Il faut noter qu'à cette époque, beaucoup de districts de Londres baignent presque naturellement dans un brouillard quasi constant. Cette brume provient aussi bien de l'environnement des mers tout autour du Royaume-Uni, mais aussi à cause de la fumée produite par les usines des districts qui fonctionnent au charbon. Même chose pour les foyers qui se chauffent et cuisinent avec cette énergie fossile. On appelle ça le smog, car cette brume mélangée aux émanations émises par les cheminées ne peut s'évaporer à cause de la formation des nuages au-dessus du sol britannique. Ce brouillard qui envahit chaque rue donne le soir tombant, avec le faible éclairage que procurent les lampes à pétrole, un sentiment de malaise, d'insécurité. Cela donne un aspect sombre et brumeux. Chaque district baigne dans cette atmosphère irréelle. Le quartier de Whitechapel, dans l'East End de Londres, est miséreux et sale. Il est peuplé d'ouvriers peu qualifiés, de gens au chômage, d'immigrés. Une forte demande pour travailler et peu d'emplois. Il faut le dire, c'est un quartier très pauvre, un véritable ghetto surpeuplé. Il n'y a pas assez de logements. Les plus démunis vont dormir dans des asiles de nuit. Pour les autres, le logement s'apparente à une misérable piole, une minuscule chambre que l'on loue que pour la nuit. Et l'alcoolisme y est présent, tout comme la violence gratuite, le vol, le viol et le racisme. Le désespoir moral de ses habitants ne laisse pas beaucoup de perspectives d'avenir. Chaque jour est un combat pour certains afin de survivre. La classe sociale est aussi décrite comme dangereuse. Ceux qui parviennent à toucher un salaire n'ont pas la possibilité de déménager car mal rémunérés. La prostitution est donc l'un des moyens les plus simples pour qu'une femme seule et sans emploi puisse gagner de quoi manger et dormir. Il arrive à Whitechapel qu'une femme sans le sou soit obligée d'accepter de dormir avec un homme
en échange de ses faveurs pour avoir un lit pour la nuit. Les prostituées, déjà victimes de rackets, doivent donc doubler d'efforts pour ne pas se faire violer ou tuer pour de l'argent difficilement gagné. Elles sont victimes d'insultes, de violences. Bref, c'est dans cet environnement d'insécurité, de pauvreté, qu'un homme va assassiner de manière épouvantable 5 prostituées. Vendredi 31 août 1888, le premier meurtre est commis. Le corps de Mary-Ann Nichols est retrouvé vers 3h30 du matin par un passant qui s'appelle Charles Cross. Il était un peu avant 4h quand celui-ci fut intrigué par une forme allongée dans une ruelle appelée Bucks Row, une ruelle parallèle à Whitechapel Road. Il s'approcha et vit une femme dont la jupe était relevée jusqu'à hauteur de la taille. Bien entendu, on n'y voyait rien. Il pensait qu'il avait affaire à une femme en train de dormir. Quand enfin, grâce à la lampe d'un policier, un peu de lumière permit d'y voir clair, ils découvrirent l'affreux crime qui venait d'avoir lieu. L'assassin l'avait étranglé, puis lui avait tranché la gorge avec une précision chirurgicale, lui sectionnant quasiment le cou et l'a ensuite éventré. Elle avait 43 ans et avait tendance à dépenser tout ce qu'elle gagnait dans la boisson, histoire d'oublier sa misère et son divorce. Les dernières personnes à l'avoir vue en vie aux alentours de 2h30 disaient qu'elle était à la recherche d'un client pour se payer une chambre pour la nuit. Les premières constatations, puis l'autopsie pratiquée plus tard, font état que la victime a été tuée vers 3h30, peu de temps après la ronde supposée d'un policier. Mary-Ann a été tuée sur place et ensuite mutilée en étant allongée, évitant ainsi que du sang ne se répande sur les murs et sur l'assassin. Elle portait notamment 2 ecchymoses, une à la mâchoire inférieure, côté droit, et une sous l'œil gauche, causée par la pression du tueur tenant sa tête lors de l'éventration, se servant selon les médecins d'un long couteau pour l'éventrer. On estime que celui-ci serait gaucher, car l'incision au cou a été faite de gauche à droite. Scotland Yard, qui pressent que la nature du meurtre est assez sérieuse, envoie du Central Office le chef inspecteur Frederick Oberlein et les détectives Henry Moore et Walter Andrew. Le samedi 8 septembre, soit une semaine après la découverte du premier corps, John Davis, un homme âgé qui vivait au 29 Humberry Street avec sa famille, trouva peu après 6h du matin le corps d'une femme dans la cour attenant à son logement. Rapidement sur place, policiers et habitants du secteur permirent d'identifier la victime. Il s'agissait d'Annie Chapman, 47 ans, prostituée aussi et alcoolique, ayant eu un mari et des enfants, mais divorcée suite à une série d'événements malheureux, comme un fils mort d'une méningite, l'autre devenant handicapé, puis le divorce, et ensuite la mort de son mari. Dépêché sur place, le docteur George Baxter Phillips, un médecin chirurgien travaillant pour la police, estima que la mort avait eu lieu vers 4h du matin. Les premières constatations permirent de préciser la nature de la mort et les caractères atroces du meurtre et des mutilations. Elle avait été étranglée, puis égorgée avec force, jusqu'à une presque totale décapitation. Son visage était enflé et son meurtrier l'avait éventré aussi.
Le tueur avait été jusqu'à extraire ses organes internes, les tirant pour les déposer à hauteur des épaules de la pauvre femme, à même le sol. Après l'autopsie, les conclusions étaient encore plus sanguinaires. Son utérus et une partie du vagin, ainsi qu'un bout de la vessie, avaient été prélevés lors de l'éviscération. En outre, selon le médecin, la technicité d'une telle mutilation ne pouvait découler que d'un expert, de quelqu'un ayant des connaissances en anatomie ou en examen pathologique. Bref, quelqu'un d'habitué aux salles d'autopsie. L'incision était nette et précise, d'autant que lors du meurtre, il faisait noir. Il fallait donc qu'avec peu de lumière, le tueur soit capable d'agir vite et précisément. C'est à ce moment-là, après le second meurtre, que la police tente de faire le rapprochement avec l'affaire de Marianne Nichols, la première victime. Joseph Chandler, en charge du meurtre d'Annie Chapman, fait donc équipe avec Eberlein, chargé de l'enquête sur le meurtre de Marianne Nichols. On évoque alors l'identité d'un certain Joe Pilzer, surnommé Tablier de cuir, un homme qui avait proféré des menaces de mort et volé plusieurs prostituées. Mais celui-ci sera vite écarté de la liste des suspects, lui et d'autres bien sûr, car la police, sous dénonciation calomnieuse le plus souvent, avait déjà dressé une liste de plusieurs suspects. Puis ce fut le calme durant 3 semaines. Alors qu'après le second meurtre du 8 septembre, les rues de Whitechapel avaient été désertées petit à petit, les habitudes reprirent. À nouveau, les prostituées qui avaient le besoin de gagner de l'argent se mirent à arpenter la rue et les bars de Whitechapel. Les badauds et les clients firent de même. Toutefois, désormais, le soir et la nuit surtout, il y avait des renforts de police, mais aussi un rassemblement de certains habitants qui formaient des groupes de patrouilleurs citoyens. La vie reprit donc son cours normal. Les gens allaient dans les bars, les prostituées dans la rue. Mais cela n'allait hélas pas durer. Le 27 septembre, au journal du Central News de Londres, une lettre fut reçue. Comme en tête, on pouvait lire « Dear boss », soit « cher patron », voire « cher ami ». Elle avait été écrite à l'encre rouge et son contenu laissait supposer qu'il s'agissait bien du meurtrier de Whitechapel, celui-là même qui avait étranglé, puis égorgé et ensuite éviscéré Marianne Nichols et Annie Chapman. L'auteur de la lettre la signa par Jack the Ripper. Le nom de Jack l'Éventreur était né. Cette lettre sera toutefois controversée, car on a pensé à l'époque que l'auteur aurait pu être un journaliste du Central News dont le but aurait été d'augmenter les ventes du journal. Pourquoi pas? Toujours est-il que le Central News la transmet tout de même 2 jours après au service de police. Dans cette lettre, l'éventreur déclare qu'il continuera de tuer et que pour la prochaine victime, il lui sectionnera les oreilles. Voici le contenu de cette lettre. Cher patron ou cher ami, j'entends toujours dire que la police m'a attrapé, mais ils ne m'auront pas de sitôt. J'ai bien ri quand ils ont fait leur intéressant en déclarant être sur la bonne piste. Cette histoire de tablier de cuir n'est qu'une vaste blague. J'en ai après les putes et je n'arrêterai pas de les éventrer jusqu'à ce qu'on me boucle. Du beau travail, mon dernier boulot. Je n'ai même pas laissé à la fille le temps de cuiner. Comment pourrait-il m'attraper maintenant? J'adore mon travail et je veux recommencer. Vous entendrez bientôt parler de moi
et de mes amusants petits jeux. J'ai gardé un peu du liquide rouge dans une bouteille de bière lors de mon dernier boulot, afin de pouvoir écrire avec. Mais c'est devenu épais comme de la colle, et je ne peux pas l'utiliser. L'encre rouge fera l'affaire, je pense. Ha ha. Oui, il l'a écrit. Au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Gardez cette lettre sous le coude jusqu'à ce que je travaille un peu plus. Après, sortez-la. Mon couteau est si beau et si bien aiguisé que j'ai envie de l'utiliser tout de suite si l'occasion se présente. Bonne chance. Cordialement. Bien à vous. Jack l'Éventreur. PS. Ne m'en voulez pas d'utiliser un surnom. Puis, écrit verticalement, je n'ai pas réussi à poster ça avant de m'être débarrassé de toute l'encre rouge sur les mains. Vraiment pas de chance. Ils disent que je suis docteur maintenant. Ha ha. On pouvait remarquer qu'il y avait pas mal de fautes d'orthographe sur cette lettre. Alors, s'agissait-il d'une ruse pour se faire passer pour un roturier, ayant peu été à l'école? Alors que selon les légistes, seul quelqu'un d'instruit pouvait avoir éviscéré comme cela avait été le cas le corps des 2 prostituées. Ou bien était-ce réellement une fausse lettre, rédigée par un journaliste, afin de faire sensation? Rappelez-vous, au prochain travail, je trancherai les oreilles de la dame et les enverrai aux officiers de police, histoire de m'amuser un peu. Quelques petits points. Le 30 septembre, vers 1h du matin, lui, James Schultz, un commerçant, rentre tard de son travail. Dans la cour du Club international pour l'éducation des travailleurs, situé à Dudfield Yard, celui-ci bute sur une forme allongée. Il craque une allumette et découvre, horrifié, que c'est une femme morte, couverte de sang. Il fait appel à un jeune homme et ils préviennent la police. Il ne faudra pas longtemps pour qu'une patrouille arrive sur les lieux. La victime est Elizabeth Twide, elle avait 44 ans. Elle aussi était prostituée. Dépêché sur les lieux, le médecin Frederick Blackwell fait les premières constatations avec la patrouille de police. Tout comme pour les 2 premières victimes, l'assassin lui a tranché la gorge. Son cou avait été coupé profondément d'un bout à l'autre. Il semble qu'il y avait absence de lutte. Le corps, peu après la découverte, était encore tiède. Mais contrairement aux 2 premiers meurtres, il n'y avait pas eu d'éventration. Arrivé sur les lieux à son tour, le médecin de la police, le docteur George Baxter Phillips, estima avec le docteur Blackwell que la mort avait eu lieu entre minuit 36 et minuit 56, soit 4 à 10 minutes avant l'arrivée de Louis James Schultz. Plus tard, on eut la conviction que l'assassin n'avait pas eu le temps de finir son travail. Alors même que le corps d'Elizabeth Twide vient d'être découvert à quelques centaines de mètres de là, dans Mitre Square, est en train de se jouer une autre découverte macabre. Vers 1h45, un policier, Edward Watkins, qui faisait sa ronde, trouve à la lueur de sa lanterne le corps mutilé d'une femme. Il s'agit de Catherine Edoyce, 46 ans. La gorge, encore une fois, a été profondément entaillée. Son abdomen a été tranché. Ses intestins sont remontés et posés sur ses épaules. Le visage est affreusement mutilé. Lors du recoupement horaire, on estima qu'il avait fallu à peine 15 minutes à l'éventreur pour agir sur la 4e victime. Le docteur Boyd, qui fait l'autopsie de Catherine Edoyce, précise que la gorge de la victime a été tranchée fermement de gauche à droite. Les intestins ont été détachés
L'utérus a été coupé horizontalement et presque entièrement enlevé. Le rein gauche a été prélevé avec soin. Le foie, le pancréas, eux aussi ont été tranchés. Chose horrible en plus, le visage de la prostituée a été mutilé, son nez a été coupé et le lobe de son oreille droite sectionné. À 2h55, on découvrit quelque chose d'écrit à la craie sur l'un des murs de Goulston Street, situé à 500 mètres de la scène du crime de Catherine Edoyes. Ce fait fut mis en rapport avec le meurtre car on découvrit un fragment de tissu taché de sang provenant du tablier de la prostituée. Voici ce message. Les Juifs sont des hommes qui ne seront pas accusés pour rien. Manifestement, ce mot écrit à la craie voulait faire penser que les meurtres étaient perpétrés par des personnes dont les origines seraient juives. Il sera effacé avant même que les habitants de Whitechapel ne puissent le lire afin d'éviter que la population juive ne soit affectée par ce message. Le lundi 1er octobre, la Central News reçut une carte postale qui semblait être aussi de la part de l'éventreur. Et apparemment, beaucoup de petits plaisantins s'amusaient justement à vouloir à tout prix être l'auteur de ces meurtres. Il était donc devenu courant que de vraies fausses lettres furent envoyées ou chez les éditeurs de journaux ou directement à Scotland Yard. Mais cette carte postale, baptisée plus tard Saucy Jackie, semblait provenir réellement du meurtrier. Voici ce qui était écrit. « Je ne plaisantais pas, cher vieil ami, quand je vous avais donné le tuyau. Vous entendrez parler du beau travail de Saucy Jackie demain. Événement double cette fois-ci. La numéro 1 cuinote un peu. Je n'ai pu terminer d'emblée. N'avais pas eu le temps de couper les oreilles pour la police. Merci d'avoir gardé la dernière lettre jusqu'à ce que je retourne au travail. Encore. Jack, l'éventreur. » Oblitérée le jour même, cette carte indique bien qu'il y avait eu 2 meurtres, mentionnés par événement double cette fois-ci. De plus, une partie de l'oreille de Elizabeth Stride était trouvée près de son visage mutilé. Mais toujours est-il que, oblitéré plus de 24 heures après les meurtres, on pourrait penser que le déroulement des 2 crimes pouvait être connu par des journalistes, mais aussi par une partie des premiers témoins. Ainsi, l'affaire de Jack l'éventreur fut au point mort durant 15 jours supplémentaires. Jusqu'au 16 octobre 88. Son destinataire fut George Lusk, le président du Whitechapel Vigilance Committee, ce qui veut dire Comité des Vigiles de Whitechapel, une organisation citoyenne qui avait participé activement pour tenter d'arrêter l'éventreur et qui avait participé aussi aux rondes dans les rues la nuit durant. La lettre avait pour titre « From Hell ». Le message en français était le suivant. « De l'enfer, Monsieur Lusk, Monsieur, je vous ai envoyé la moitié du rein que j'ai pris d'une femme. Conservez pour vous l'autre partie. Je l'ai frite puis mangée. C'était très bon. Je pourrais vous envoyer le couteau ensanglanté qu'il a pris si seulement vous attendez un peu plus longtemps. Signé, attrapez-moi quand vous pourrez, Monsieur Lusk. » Là encore, des centaines de fausses lettres furent rédigées, et celle-ci eut un intérêt plutôt morbide, puisque la moitié d'un rein conservé dans de l'éthanol avait été livrée dans une petite boîte. L'autopsie de Catherine Edoyes, la 4e victime, avait démontré qu'un rein lui avait été prélevé. Aussi, on pouvait noter
que cette lettre n'avait pas été signée de la main de Jack the Ripper, comme pour la première lettre Dear Boss et la carte postale Saucy Jackie. Et même si une majorité de gens pouvaient penser que les lettres étaient en fait des canulars, la lettre From Hell et la moitié de rein furent perdus, ainsi que beaucoup d'autres éléments du dossier. De nouveau, on n'entendit plus parler de Jack l'Éventreur pendant au moins 3 semaines. Il faut dire que plus déterminés que jamais, les rondes de police et de citoyens étaient à leur paroxysme. Donc, cela avait pour cause que si l'Éventreur voulait se manifester, il lui était quasiment impossible de parvenir à agir sans risquer de se faire prendre. Pourtant, le vendredi 9 novembre, il allait encore sévir, malgré les efforts entrepris pour le coincer. Mary Jane Kelly fut retrouvée morte et affreusement mutilée dans la chambre qu'elle louait dans une petite cour au 26 Dorset Street, au 13 Miller's Court. L'assassin n'avait pu bénéficier d'un lieu clos, à l'abri des regards et de toute intervention citoyenne ou policière. Elle avait 24 ans et c'était de loin la plus jeune victime de l'Éventreur. C'est l'apprenti de John McCarthy qui trouva le corps. Il avait été chargé par son patron d'aller collecter le loyer de la chambre de Mary Jane, qui était en retard. Et devant l'absence de réponse en frappant à la porte, il risqua un coup d'œil par une petite fenêtre brisée pour y découvrir un corps ensanglanté sur le lit. L'inspecteur Beck, rapidement sur les lieux, fit venir de toute urgence le médecin de la police, le docteur Phillips. L'inspecteur Oberlein arriva à son tour peu après pour découvrir le carnage. Sur les sols, sur les murs, il y avait du sang partout. Le corps de Mary Kelly était allongé sur le lit. Son visage était tourné vers la gauche. Ses jambes étaient écartées. Son corps était réduit en charpie. Sa gorge avait été tranchée jusqu'à l'os. Son abdomen, son corps étaient marqués par une multitude de coups de couteau, dignes d'un vrai dément. Et l'intérieur de ses cuisses avait été enlevé. Son ventre avait été vidé de ses viscères. Ces derniers avaient été posés tout autour de son corps. Les seins avaient été coupés à leur base et les organes disposés un peu partout. Les bras et son visage étaient déchiquetés. On retrouva l'un de ses seins ainsi que son utérus et ses reins sous sa tête. L'autopsie fut menée par le docteur Bond en présence des docteurs Phillips et Brown. Alors qu'ils tentaient de reconstituer le corps de Mary Kelly, ils réalisèrent que le tueur avait emmené son cœur. Les médecins affirmèrent que les mutilations avaient été effectuées avec un couteau très aiguisé d'environ 15 cm de long. Le docteur Phillips estima que Mary Kelly avait dû être assassinée entre 5h et 6h du matin. Ce fut là le plus effroyable des 5 crimes attribués à Jack l'Éventreur, mais ce fut aussi le dernier. On n'entendit plus jamais parler d'un assassinat lié à l'Éventreur de Whitechapel. En cette fin d'année tragique de 1888, l'hiver s'installa. Tous les suspects qui avaient pu être inquiétés avaient été interrogés et toutes les pistes avaient abouti à une impasse. On nota toutefois 2 meurtres similaires à ceux de l'assassin. En juillet 89, Alice Mackenzie, une prostituée de 40 ans, fut trouvée morte. Elle avait été égorgée, sa carotide avait été tranchée. Son abdomen avait été mutilé, mais les blessures étaient de nature complètement différente de celles accomplies par l'Éventreur. Puis 2 ans plus tard, en février 91, une prostituée de 26 ans nommée France Coles fut découverte morte
la gorge tranchée. Et une fois encore, on écarta la possibilité que ce crime ait pu être commis par Jack l'Éventreur. Jack l'Éventreur était bien parti sans dévoiler son identité. Qui aurait-il pu être? La police ne s'est bien entendu pas tourner les pouces. Au total, ce n'est pas moins d'une centaine de suspects potentiels qui ont subi au minimum un interrogatoire, une garde à vue ou pour d'autres un court séjour en prison en attendant d'affirmer ou d'infirmer le chef d'inculpation. Certains furent suspectés post-mortem, car les agissements de Jack l'Éventreur s'étant arrêtés après l'assassinat de Mary Jane Kelly sans qu'on ne réussisse à arrêter le meurtrier. Mais pour l'ensemble de ces suspects, personne ne sera reconnu officiellement comme étant l'Éventreur de Whitechapel. Les agressions ont été tellement rapides et la connaissance de l'anatomie humaine tellement assimilée lors des mutilations et autres éviscérations ont tout de suite amené les enquêteurs à penser qu'il serait médecin ou chirurgien, voire boucher. Mais d'autres experts démentirent cette possibilité car selon eux, les coupures étaient trop maladroites. La police décida quand même de vérifier auprès des bouchers leur alibi, ainsi que ceux des délinquants violents des alentours. Ce fut une investigation auprès de plus de 2000 personnes et une enquête plus rapprochée au sujet d'environ 300 personnes. Et enfin, environ plus de 80 suspects seront arrêtés, mais en pure perte, la police n'ayant pas assez d'éléments à charge pour condamner quelqu'un. Le premier, on l'a vu, c'est John Pizer. Essayons de comprendre pourquoi ce n'était pas lui. John Pizer, né en 1850, est un juif polonais. Il est bottier. Il fabrique des bottes dans le district de Whitechapel. Si la police s'intéresse rapidement à lui, c'est parce qu'après les 2 premiers meurtres, la rumeur s'installe comme quoi il serait le meurtrier. Pourquoi? Il a la réputation de terrifier les prostituées et on le surnomme d'ailleurs à ce titre tablier de cuir ou Leather Apron. Il est connu des services de police car il a déjà été arrêté et condamné pour avoir blessé une personne d'un coup de couteau. Le 10 septembre 88, le sergent William Trick procède à son arrestation, bien que l'inspecteur chargé de l'enquête déclare qu'il n'y a aucune preuve contre Pizer. Il est innocenté quand la police établit de manière irréfutable qu'il détient un alibi qu'on ne peut réfuter pour chacun des 2 meurtres de Marianne Eccles et de Annie Chapman. Fin d'enquête du premier suspect. Les autres principaux suspects se verront être Aaron Konminski, né le 11 septembre 1865, lui aussi juif polonais. Il était barbier dans Whitechapel aux dates des meurtres. Alors là, les enquêteurs doivent faire face à une drôle d'histoire. Un témoin juif a reconnu un juif polonais comme étant Jack l'Éventreur, mais sa religion lui interdit de décliner son identité. Autrement dit, aucune enquête ne peut être ouverte puisque pas de dépôt de plainte, pas d'identité sur le supposé juif polonais tueur de Whitechapel. D'ailleurs, cela n'aurait conduit à rien, car le supposé tueur Aaron Konminski, interné en asile psychiatrique dès 1891, celui de Colney Hatch, sera perçu par le médecin directeur de l'asile comme un sujet plutôt calme et non violent. Sa maladie se manifeste par des hallucinations auditives, une peur paranoïaque d'être nourri par les autres et le refus de se laver ou de prendre un bain. Rien de bien méchant concernant cet Aaron Konminski, mais on verra plus tard que son nom reviendra sur le devant de la scène aujourd'hui. Un autre supposé coupable était Sewin Klowowski. Il est né en 1865. Il vient s'installer à Whitechapel sous le nom de Ludwig Schlowski, un peu avant le commencement des premiers meurtres. C'est surtout parce que l'inspecteur Oberlein le considère comme étant le plus probable suspect que son nom restera en tête de la liste.
Ces différents alias ne l'aident pas non plus. D'ailleurs, en 1893, il changera de nouveau de nom pour se faire appeler George Chapman. Il empoisonnera alors 3 épouses successivement, ce qui lui vaudra le surnom d'empoisonneur du district. Il sera pendu pour ses assassinats en 1903. Michael Ostrog sera lui aussi suspecté d'avoir été l'éventreur. À la base, c'est un escroc et voleur d'origine russe, mais de par ses nombreux alias et aussi par les nombreux titres dont il s'est allègrement couvert, comme chirurgien dans la marine impériale de Russie, il intéresse les enquêteurs, à cause de ce dernier titre, mais sera écarté de la liste des suspects. Un autre encore, Montague Dewitt. C'est parce qu'il se suicide juste après le 5e meurtre, celui de Mary Jane Kelly, comme étant connu celui d'être Jack l'Éventreur, que Montague, un barrister, c'est-à-dire un avocat de haut niveau du Dorset, s'intéresse à Scotland Yard. Melville McNeish, le chef du département d'enquête criminelle de Scotland Yard, pensa que son suicide, survenu le 9 novembre 1888 par noyade, pouvait être un aveu, puisque lui-même était atteint, comme sa mère et sa grand-mère, de symptômes de troubles psychiatriques. Et aucune piste n'étant écartée à ce moment-là, faute d'avoir démasqué l'éventreur peut-être de son vivant. James Thomas Sadler, arrêté pour le seul crime d'avoir été l'ami de Frances Cole, mais il y a trop peu d'indices contre lui. Soupçonné un temps malgré tout, il sera écarté car étant marin et naviguant en mer au moment des premiers meurtres, les enquêteurs le laisseront enfin tranquille. Encore une autre personne suspectée, Francis Tombleton. Le 7 novembre 1888, Francis est arrêté à Londres pour pratique homosexuelle, celle-ci étant interdite sur le sol britannique. Comment en arrive-t-on à croire à Scotland Yard que ce bougre puisse être Jack l'Éventreur? Simplement parce que Tombleton est un charlatan et qu'au retour des États-Unis pour l'Angleterre, il a fait fortune en revendant une herbe amérindienne. Il se faisait passer pour un médecin et donc ce profil poussa l'inspecteur en chef John Littlechild de soupçonner Tombleton d'être le tueur en série. William Henry Bury est né en 1859. Le 4 février 1889, il étrangle sa femme, qui était une ancienne prostituée, puis il meurtrit son abdomen. 6 jours plus tard, il se rend au poste de police de Dundee, dans l'Est End, et prétend que sa femme a mis fin à ses jours. Les policiers, loin d'être idiots, enquêtent et découvrent le meurtre. On essaye de savoir s'il est l'éventreur de Whitechapel, mais il nie. Il sera pendu pour l'assassinat de sa femme. De très nombreuses théories ont émergé lors de l'enquête, mais bien plus tard aussi, au fil des années, au sein de romans, d'enquêtes privées d'écrivains, de journalistes. Des écrivains, des enquêteurs ont écrit des livres sur l'affaire de l'East End. En tout, au moins 114 livres relatant les crimes de Whitechapel de 1889 jusqu'à encore aujourd'hui. Chacun y proposant le nom, la profession d'un éventuel coupable après leur enquête dite très personnelle. Un autre suspect, Thomas Neil Cream, né le 27 mai 1850, est un médecin peu scrupuleux. En 1881, il est reconnu coupable d'avoir empoisonné le mari de sa maîtresse alors qu'il réside aux États-Unis. Il ne purgera une peine de prison que de 10 ans car libéré prématurément pour bonne conduite. En 1891, il partira pour le Royaume-Uni où il commettra un autre crime. Cette fois, la peine sera capitale et sur l'échafaud, juste avant d'être pendu, il prononcera son début de phrase « Je suis Jack », quelques petits points, en gros, l'imagination. Cream
est bien en prison aux États-Unis au moment où se commet les meurtres des prostituées de Whitechapel. Mais un auteur émet l'hypothèse qu'il aurait corrompu les responsables de la prison, Joliet, en Illinois, et aurait alors été à l'extérieur avant sa remise en liberté officielle. Et pour en rajouter, un avocat prétend même que Cream se serait arrangé pour qu'un sosie purge la peine de prison à sa place. Bien entendu, ces fragiles, voire ridicules hypothèses seront rapidement et définitivement démenties. Un autre suspect, Thomas Hayne Cutbush. Après une longue série d'articles publiés en 1894 par plusieurs journalistes et enquêteurs en herbe, le journal The Sun suggère que Thomas Hayne Cutbush est le Jack l'Éventreur. Thomas Hayne Cutbush, né en 1865, est un étudiant en médecine, mais il est victime de troubles de délire après avoir été atteint par la syphilis. Ces troubles l'amènent à poignarder 2 femmes. Il sera finalement interné à l'hôpital Boîte-Mort en 1891. Et ainsi, en 1993, l'auteur du livre Jack the Myth de A.P. Wolf avance que Cutbush aurait été protégé par un certain Melville McNagnet qui aurait brouillé des pistes pour brouiller les enquêteurs vers d'autres potentiels suspects. Un auteur plus récent, Peter Hodgins, avance aussi que Cutbush est le Jack l'Éventreur tant recherché. On suspecta aussi un certain Frederick Bailey Deming, né en 1842. Il commence officiellement sa carrière de tueur en 1891, quand il tue sa femme et ses 4 enfants à Rainhill, Lancashire, situé au nord-est de l'Angleterre. Cette même année, le voilà parti pour l'Australie avec une seconde épouse. Sur place, il la tue. Sauf que contrairement à ce qui s'est passé en Angleterre, là, les policiers australiens découvrent le corps de la seconde épouse et enquêtent sur ce Frederick Deming. On finit par le démasquer de ce qu'il a fait en Angleterre et le voilà condamné à être pendu à Melbourne en 1892. Deming profitera de son séjour derrière les barreaux pour écrire un livre et commencera à raconter à qui veut l'entendre qu'il est l'éventreur de Whitechapel. Sauf que sa présence physique au moment des meurtres de l'East End ne corrobore pas avec les lieux où il se trouve réellement et Scotland Yard finit par ignorer cet auto-suspect. Robert Napper, un ancien détective de Scotland Yard, pensera quant à lui qu'il y avait matière à enquêter car Deming, à certaines fois où il était censé être en prison, n'y était pas. Et certains indices auraient pu même prouver qu'il était en Angleterre au moment des meurtres. Un autre suspect, Karl Ferdinand Feigenbaum, un juif allemand né en 1840, a quant à lui intéressé les policiers quant à la façon dont il s'est exprimé au sujet des femmes. Il a en effet avoué détester les femmes, vouloir les tuer et les mutiler. C'est son avocat, William Sanford Layton, qui en fera référence à la presse après son exécution en 1896 pour le meurtre en 1894 d'une certaine Madame Hoffman à New York. La presse de l'époque épouse volontiers l'idée qu'un homme ayant dit cela ne pourrait être que Jack l'Éventreur lui-même, mais on ne trouva aucune preuve que Feigenbaum ait été à Whitechapel à ce moment-là. Robert Dunstan Stephenson est un personnage lui aussi. Voilà à quoi s'attendre quand on accuse à tout va et sans preuve. On appelle ça le retour du bâton. En effet, Robert Dunstan Stephenson, né le 20 avril 1841, est quelqu'un qui s'intéresse à l'occultisme et à la magie noire. Sa profession, écrivain et journaliste,
ne peuvent que l'aider à ouvrir certaines portes. Ainsi, vers septembre 1888, il obtient un passe-droit en or au London Hospital de Whitechapel. Les meurtres de ce district, 11 au total, mais 5 étant attribués de manière indiscutable à Jack l'Éventreur, le poussent à rédiger un article et que le motif des meurtres serait motivé uniquement par la pratique de la magie noire. Et il va plus loin. Il dit que le tueur est un Français. Sauf que pendant que Stephenson écrit et affuble de son verbe, un détective amateur se rend à Scotland Yard et dénonce Stephenson d'être l'éventreur de Whitechapel. Face à ces accusations, Stephenson, pris de court, jette son courroux sur le responsable lui-même du London Hospital, le docteur Morgan Davies. Un autre journaliste, William Thomas Stead, amusé par l'incongruité de l'affaire, rédige un article de presse et accuse lui aussi Stephenson. Le fait le plus marquant concernant Stephenson, c'est qu'on s'apercevra qu'il a été admis un peu avant le tout premier meurtre et quittera peu de temps après le dernier meurtre, le London Hospital. L'auteur et historien Melvin Harris estime à la lecture de ses livres sur le sujet que la police s'est contentée de se fier au registre de présence du London Hospital et qu'à chaque meurtre, Stephenson était présent au sein des locaux. Oui. Et en ce qui concerne le docteur Morgan Davies, Stephenson aurait tout aussi bien pu inscrire son nom, puis sortir. Et le docteur Morgan Davies, Stephenson aussi, oui. De toute manière, on peut dire que toutes les personnes mentionnées dans le dossier en lien avec l'affaire, qui ont été soupçonnées, même si la police n'a mené aucune enquête à leur sujet, puisque toutes les personnes ayant vécu à cette époque sont mortes. Les auteurs modernes peuvent donc accuser n'importe qui, sans être obligés de produire quelque preuve que ce soit. La majorité de leurs suggestions n'est pas crédible. On compte par exemple le romancier anglais George Gysing, le premier ministre britannique William Edward Gladstone et l'artiste Frank Miles, parmi les suspects suggérés. Joseph Barnett, par exemple, était l'amant de Mary Jane Kelly. Ils se seraient séparés car Mary avait tendance à inviter trop souvent une de ses amies à dormir dans le petit studio rue Miller's Count. Certains inventent et déforment les faits. Joseph, éperdument amoureux, aurait tué les 4 premières prostituées pour convaincre Mary Jane d'abandonner sa vie de débauche, ou d'autres disent, à l'inverse, que fou d'amour, il l'aurait sauvagement assassinée car il lui était impossible de la reconquérir et ou de la posséder pour lui tout seul. Il sera tout de même interrogé par l'inspecteur Frederick Amberline durant 4 heures. Ses vêtements seront inspectés sans qu'aucune trace de sang n'y soit décelée. Carol Lewis, par exemple, l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles. Sérieux, il a été lui aussi accusé. Un certain Richard Wallace, dans son livre Jack the Ripper, Light-Hearted Friend, en fait appel à certains textes de Carol pour découvrir des phrases pouvant ressembler à des évocations des meurtres de Whitechapel. Un autre aussi, David Cohen. Le livre s'appelle The Crime, Detection and Death of Jack the Ripper. Il est sorti en 1987 par un certain Martin Fido. L'auteur retrace la vie d'un certain David Cohen qui est né en 1865. C'est un juif polonais qui se retrouve interné au moment du meurtre de Mary Jane Kelly. Ce David Cohen étant quelqu'un de violent, de bourru, de schizophrène, le nom à lui seul intrigue l'auteur enquêteur parce qu'à la fin du 19e siècle, quelqu'un qui portait le nom de David Cohen signifiait que cette personne n'avait pas été identifiée par l'immigration. William Whitney Gull. Une autre théorie aurait voulu qu'il soit bien un médecin chirurgien et qui fût proche de la couronne. Le prince Albert Victor de Galles,
décédé à 28 ans et qui aurait été roi à son tour après son père Édouard VII, était le petit-fils de la reine Victoria. Il aimait fréquenter les rues de Whitechapel et aurait épousé une prostituée du nom d'Annie Elizabeth Quirk, avec qui il aurait eu un enfant, donc un mariage et une naissance considérés comme illégitimes par la couronne. C'est le docteur Gull qui aurait été chargé de régler ce scandale. Il aurait dès lors assassiné toutes les prostituées qui étaient proches d'Annie Quirk et donc témoins de ce mariage illégitime. Puis, après le meurtre effroyable de Mary Jane Kelly, le docteur William Gull aurait tout bonnement perdu l'esprit ou aurait été forcé de finir ses jours dans un hôpital psychiatrique. Il est décédé en 1890, le 29 janvier. Et ainsi de suite, le nombre de suspects potentiels n'en finit pas. Il y a par exemple George Hutchinson, Charles Allen Lechmer, il y aura aussi un certain Jacob Levy, un John McCarthy, un James Maybwicks, un Alexander Pedachenko, un Walter Siskert, un Joseph Silver, un James Kenneth Stephen, un Albert Victor de Clarence, le prince Albert. On peut dire que le nombre de suspects potentiels est vraiment important. On a même avancé que Jack pourrait être une femme mariée à un chirurgien. Un avocat à la retraite, John Morris, affirme dans son livre Jack the Ripper, The Hand of a Woman, ce qui veut dire littéralement Jack l'Éventreur, la main d'une femme, que le tueur en série était une femme, Lizzie Williams. Cette Galloise était mariée au chirurgien John Williams, considéré comme un suspect potentiel par certains spécialistes de Jack l'Éventreur. Soit lui, soit sa femme, ou alors tous les deux peut-être. Lizzie Williams, 38 ans au moment des crimes, aurait visé ses 5 victimes par frustration et vengeance, car elle ne pouvait avoir d'enfant, avance John Morris. L'auteur souligne que jamais aucune prostituée n'a jamais été abusée, que des effets féminins ont été retrouvés près du corps de Mary Jane Kelly, bien qu'il ne lui appartenait pas, par exemple, que la disposition des effets personnels des victimes disposés autour de leur corps était un signe d'une manière typiquement féminine. L'arrêt des assassinats après le meurtre de Mary Kelly, un élément à charge supplémentaire contre Lizzie Williams. Les spéculations très contestées font état d'une liaison entre John Williams et Mary Kelly. Lizzie Williams aurait arrêté sa folie meurtrière après avoir éliminé sa rivale, défend John Morris. Peu après la fin des meurtres, la Galloise a souffert d'une dépression nerveuse, remarque John Morris. Morte en 1912, elle n'a jamais été interrogée par la police. Vous voyez donc par là que loin d'imaginer une police dépassée par les événements, les enquêteurs à l'époque ont au contraire été très déterminés. Mais difficile à cette époque, alors que seulement les progrès dans la police scientifique faisaient leur timide apparition, d'accuser de manière irréfutable l'un de ses suspects. Peut-être la police a-t-elle eu Jack l'Éventreur pris dans ses filets, mais que par manque de témoignages, de larmes probantes du crime, d'empreintes, que sais-je, ils ont été forcés de le libérer. Comme on l'a vu, beaucoup d'écrivains ont donné des noms, ont avancé des théories, mais on n'a vraiment jamais su qui était Jack l'Éventreur. Et maintenant, aujourd'hui, avons-nous un nom à mettre sur l'Éventreur ? Il apparaît que oui, plus de 130 ans après. Enfin, c'est ce qu'affirment 2 chercheurs qui ont publié en mars 2019 une étude qui prétend révéler l'identité du tueur en série grâce à une trace ADN. Le biochimiste Jerry Llewellyn de l'université John Moore de Liverpool et David Miller, expert en reproduction et fertilité masculine à l'université de Leeds, ont examiné ce qu'ils pensent être la seule preuve physique liée à ces meurtres, prélevée sur l'une des scènes du crime. En l'occurrence, un châle en soie retrouvé à côté du corps de Catherine Edoyce, la 4e victime,
taché de ce qui pourrait être du sang et du sperme. Les deux scientifiques affirment qu'après leur test sur ce bout de tissu, ils ont pu de manière catégorique retrouver l'ADN de l'un des suspects de l'époque, Aaron Kominski. Aaron Kominski, qui était le barbier juif né en 1865 en Pologne, qui a vécu à Whitechapel. Il était arrivé en Angleterre en 1882 et a résidé à Whitechapel avec des membres de sa famille. Scotland Yard l'a interrogé comme d'autres suspects, mais rien n'a pu être retenu contre lui. Il est mort en 1919. Mais l'analyse de ce bout de tissu reste très controversée, car Catherine Eddowes, étant une prostituée, n'aurait pu avoir d'autres rapports sexuels avec d'autres hommes. Même en admettant que les chercheurs aient bien trouvé le sperme d'Aaron Kominski sur un châle ayant appartenu à Catherine Eddowes, cela ne prouve pas le meurtre. Tout au plus une relation sexuelle entre ces deux personnes. Une relation qu'on ne peut prouver ni exclure, les deux ayant fréquenté Whitechapel et la victime s'étant occasionnellement prostituée. On tend donc à dire aujourd'hui qu'il est quasiment impossible de véritablement savoir qui était Jack l'Éventreur. Ce triste personnage aura emporté dans son cercueil le secret de son nom. Bien qu'il soit mort, Jack l'Éventreur fait encore parler pas mal de lui, surtout au cinéma, puisqu'on l'a retrouvé dans plusieurs films. En 1979 par exemple, C'était Demain, inspiré du roman Time After Time de Carl Alexander. En gros, l'histoire, Jack l'Éventreur se rend dans un San Francisco moderne grâce à une machine à voyager dans le temps. En 85, Terror at London Bridge, l'esprit de Jack l'Éventreur occupe une pierre maléfique aux États-Unis, avec David Hasselhoff, vous savez, le gars qui jouait dans K2000 et Alerte à Malibu. En 85, un autre film, The Viper, l'esprit, cette fois, de Jack l'Éventreur est scellé dans un anneau maléfique. En 94, on aura le film Viper Man. Un homme se croit à la réincarnation de George Chapman, tueur britannique soupçonné d'avoir été Jack l'Éventreur après son arrestation et son exécution en 1903. En 2001, sortiront 3 films, Viper, Bad Karma, From Hell. Le film Viper raconte l'histoire d'une étudiante en psychologie qui étudie les tueurs en série et découvre qu'un imitateur est en train de décimer ses camarades. Bad Karma, renommé Hell's Gate, qui reprend le thème de la réincarnation, et l'excellent From Hell d'Albert et Alan Hugh, qui reprend le thème qu'il soit bien un médecin chirurgien et qui fut proche de la couronne. Jack l'Éventreur sur les traces du tueur. Londres, 1888. Une série de meurtres sauvages secoue le quartier de Whitechapel. Rapidement, Scotland Yard trouve le coupable idéal, Jacob Kominski, le jeune assistant du photographe qui couvre les meurtres. Mais sa sœur, Anna, refuse d'y croire et veut l'innocenter. Au péril de sa vie, seule et sans ressources, elle se lance sur les traces du plus dangereux et du plus célèbre meurtrier de l'histoire. En ce moment, depuis le 16 septembre, sur Salto, vous avez le droit à une série qui s'appelle Les Chroniques de Sherlock. L'épisode 1 et 2 sont nommés À la poursuite de Jack l'Éventreur. Confrontation entre Sherlock Holmes et le tueur de Whitechapel. Une suite de Jack l'Éventreur retournant en Russie, poursuivi par Sherlock Holmes. C'est une fiction bien entendu. En tout, il y aura 33 films de produits sur l'assassin de Whitechapel. En famille ou entre amis, on pourra aussi se surprendre à tenter d'élucider les meurtres du district de Londres. On trouve des jeux de société comme
London 1888, sorti en 2005 de Damien Maric. On aura aussi Mr. Jack, sorti en 2006 de Bruno Catala et Ludovic Montblanc. On aura Monsieur Jack in New York en 2009 de Bruno Catala et Ludovic Montblanc à nouveau. Et encore une fois Monsieur Jack Pocket en 2010 par les deux mêmes auteurs. On trouvera aussi un jeu s'appelant Lettres de Whitechapel, sorti en 2010 de Gabriel Marie et Gianluca Santo Pietro. On aura un jeu de société qui s'appellera Mystery Jack l'Éventreur en 2011 de Mike Fitzgerald. Un autre jeu, plus récent cette fois, Sherlock Holmes, détective conseil Jack l'Éventreur, sorti en 2016 de Jérôme Roper. Avec les jeux de société, on a naturellement suivi les jeux de console et les jeux de PC. Jack l'Éventreur en 1987 sur PC, Master of Darkness sur la console Sega en 92, Medieval 2 en 2000 puis en 2003, et enfin plus récemment Assassin's Creed Syndicate en 2015 sur PS4 et Xbox One, etc. On peut se dire que Jack l'Éventreur, qui a tant fait parler de lui, avait déposé son nom pour obtenir un ayant droit post-mortem. Il serait incroyablement riche avec tout ce qui est sorti sur lui. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo, cette longue vidéo je pense. Alors on doit être pas loin d'une heure. J'espère que le travail que j'ai fait vous satisfera pour ma toute première vidéo. Si l'histoire de Jack l'Éventreur vous a passionné, à vous de vous faire une opinion. N'hésitez pas à vous documenter, lire ou regarder des supports. De même, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Ça encourage. Et donnez-moi vos avis sur le montage ou la présentation de cette toute première vidéo. Sachez dès lors que la prochaine vidéo sera orientée sur le premier serial killer aux États-Unis. Je vous donne un petit indice. H. Voilà, c'est tout. Voilà, à très bientôt. Bye bye les amis.